Petite mise au point avant de démarrer cette vidéo, certains n'avaient pas compris la dernière fois que cette série était une série. Donc j'ai eu des messages du genre, oui, t'as pas parlé de ce jeu-là, alors que c'est le meilleur du monde, tout ça. C'est une série. C'est une série, il y a plusieurs vidéos. Et oui, forcément, pourquoi ? Parce que je vais pas te présenter tous les Yellow experts sur une seule vidéo. Je pourrais le faire, mais ça durerait 3 heures, et c'est pas ce que j'aime faire. Je vais mettre 10 ans à monter ça, personne va regarder, c'est inintéressant. Bref, première chose. Deuxième chose, après avoir produit, donc vous avoir proposé ma première vidéo, j'ai discuté un peu avec Yellow, qui aime bien ce que je fais. On aime bien ce qu'il fait le garçon. Alors qu'est-ce qu'il fait le garçon ? Le garçon, il parle de Yellow. Oui, mais sauf que quoi ? Première vidéo, je vous ai présenté des jeux que j'ai qui me plaisent. On parle français ici, qui me plaisent. Et là, voilà. Peut-être que ça va changer. Donc Yellow, ils m'ont dit, ouais, mais si t'en manques, on veut bien t'en apporter, voilà, pour que tu les présentes dans ce type de vidéo. Vachement cool. Sauf que, j'ai bien précisé qu'il y en a certains que j'ai peut-être pas apprécié, et que j'en parlerai en vidéo. Ça pose pas de soucis. On aime bien, on apprécie, on continue comme ça. Bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Aujourd'hui, épisode 2 de la série Je classe les Yellow experts. Titre très original, tu noteras. Titre très original, très recherché, très créatif, au top du top. Ça suffit, on commence maintenant, juste après. C'est quoi, je vais pas le dire. Tu sais, mais je vais pas le dire. On commence maintenant. Et on démarre avec quoi ? J'avais dit quoi ? On démarre avec quoi ? Ah oui, je sais maintenant. On démarre avec un jeu très original, en mon sens, et un jeu qui démarrait mal, tout du moins. Parce que c'est un jeu abstrait, et que je suis pas très fan des jeux abstraits, parce que mon kiff, c'est quand même d'avoir un univers, de pouvoir me projeter, de pouvoir m'imprégner de ça, de pouvoir créer quelque chose, sur une thématique, j'aime beaucoup ça. Et là, on va parler de Demain tu m'as tué. Demain tu m'as tué, tu le déballes, c'est 3 échiquiers. Allez, bim, du concret dans ta face, mais non. Du coup, 3 échiquiers, et sur ces échiquiers, on va pouvoir placer des petits pions noirs et blancs. Il n'y en a que 2 couleurs parce que c'est un jeu exclusivement 2 joueurs. Et alors, quand tu vois 3 échiquiers, tu te dis, les échecs c'est sympa, mais c'est bon, je sais jouer aux échecs, pourquoi tu m'emmerdes ? Pourquoi je t'emmerde ? Parce que je vais t'expliquer pourquoi. Parce que c'est un jeu qui joue sur une thématique du voyage temporel. Rien que ça. Un échiquier c'est le passé, celui du milieu c'est le présent, et le dernier c'est le futur. Et ouais, tu l'as pas vu venir. Tu me dis oui mais c'est gentil, mais c'est que des cases. Mais oui mais non. Pourquoi ? Parce que ces pions vont pouvoir voyager dans les différentes temporalités. Le but du jeu, quel est-il ? C'est de se retrouver majoritaire, donc tout seul, sur 2 des 3 plateaux. Et pour ça, il va falloir pousser les adversaires, suivant plusieurs stratégies. On va pouvoir les pousser pour les mettre à l'extérieur, les faire se rentrer dedans, ce genre de choses-là, pour les détruire. Mais pour ça, à chaque tour, tu vas pouvoir te déplacer, très bien, mais tu vas aussi pouvoir te déplacer dans le futur. Donc dans un plateau futur, si t'es dans le passé, tu pourras aller dans le présent, ou alors dans le passé. Et en fonction de ce que tu vas faire, il y en a un qui te permettra de déplacer simplement ta figurine sur l'autre plan, et l'autre qui te permettra de créer une copie de cette figurine dans l'autre plan. Et ça, c'est très intéressant, parce que stratégiquement, c'est très fort. Vraiment, c'est... Attends. On rigole pas autour de la table. Interdit, arrête de parler. Chut. On rigole pas autour de la table. Ici, on est là pour réfléchir. On réfléchit, on se déplace, etc. Ça peut ne pas te faire kiffer. Ça, c'est possible. Ce n'est pas un jeu qui va générer une ambiance de fou autour de la table. Bon, déjà, vous êtes 2. Alors, soit vous soyez 2 rigolos. Toi, je sens que t'es un rigolo, toi. Toi, je sens que t'es un rigolo. Vous soyez 2 rigolos. On rigole pas. On rigole pas, ici, on réfléchit. Mais c'est plaisant parce que cette thématique est formidablement bien exploitée. Juste, voilà, c'est... Comment dire ? Dans son plus simple appareil. Allez. On l'accorde, tu me l'accordes ? Moi, je me l'accorde. Donc... le plus au-dessus de ça, Demain tu m'as tué, c'est que tu vas avoir la possibilité d'ouvrir des boîtes façon Legacy, très fort. Alors c'est non destructif, c'est pas du Legacy d'ailleurs, ce sont des boîtes que j'ai débloquées, et dans ces boîtes, il y a des éléments qui vont jouer sur cette connexion avec le temps, qui est très intéressante. Je n'en parle pas parce que je n'ai pas envie de te spoiler, parce que si tu vois cette vidéo, tu te dis « Ah putain, c'est vrai que ça c'est bien, je veux ça, je veux jouer à ça, c'est fabuleux !» Et si je te dis tout, c'est dommage. Et moi j'ai pas envie de te dommage, hein. Je te dommage pas ? On se dommage ? Non, on se dommage pas. Donc, Demain tu m'as tué, c'est plutôt une très bonne
très bonne expérience. Je le placerai entre Anno 1800 et Ancient Knowledge. Je regarde là parce que tu vois, j'ai le classement et j'ai oublié. Attends, je raconte des conneries, j'ai oublié. Voilà, Anno 1800, voilà, ça nous fait 1, 2, 3, 4 pour l'instant. 4, ok? Ok? Tu suis? Bah oui, forcément, si t'as pas vu la première vidéo, bah là, tu te demandes qu'est-ce que ça fout là. Bah retourne, tu caches comme ça et tu... Hop, première vidéo. Et tu reviens après. Ok? On continue. Je vais vous parler ensuite de Bitoku. T'es lourd, hein. C'est lourd. Il y en a des gens lourds. Hein. Mais alors là, lourd. On arrête. C'est sorti, on arrête. Bitoku. Bitoku, c'est un jeu qui... Bon, je l'ai revendu en fait. Ouais, je l'ai revendu. Parce que il m'a pas fait kiffer du tout. Je t'explique pourquoi. Je vais te justifier ça. Bitoku, c'est un jeu... Alors, ça fait un bail que j'y ai pas joué du coup. Hein. Donc clairement, je vais pas te vendre du rêve, je vais pas te vendre des règles, je vais pas te vendre ça, parce qu'on est vraiment sur du ressenti de joueur, et c'est surtout ça que je vais te vendre, entre guillemets. Mais Bitoku, c'est un jeu dans lequel vous allez devoir placer, c'est un jeu de placement de dés avant tout, vous allez placer des dés d'une certaine valeur, et si vous surpassez la valeur qui est présente du précédent dé, eh bien vous allez pouvoir accomplir plus d'actions. Vous avez des actions que vous allez placer, enfin des actions qui sont déjà pré-placées, d'autres que vous allez placer sur le plateau, donc vous allez pouvoir faire une ou les deux actions, je crois c'est ça, si vous avez une valeur supérieure. Autour de ça, vous avez d'autres actions, vous avez par exemple des pèlerins sur votre plateau personnel que vous allez pouvoir renvoyer, que vous allez pouvoir placer sur le plateau principal. De cette manière-là, eh bien, vous allez gagner plus ou moins de points en fonction et de bonus en fonction de votre avancée sur cette piste de pèlerin. Vous allez pouvoir placer aussi... Bon, il y a des tuiles qu'on va pouvoir récupérer, qu'on va pouvoir associer pour gagner des points, ce genre de choses-là. Mais forcément, encore une fois, je ne vais pas te vendre du rêve parce que je n'ai pas adhéré au jeu et que je ne l'ai plus. Pourquoi est-ce que je n'ai pas adhéré au jeu Bitoku? Parce que... il y a deux choses en fait qui m'ont posé souci, surtout une. La principale, c'est que c'est un jeu qui n'est pas grisant, c'est pas un jeu qui est gratifiant, c'est pas un jeu qui te remercie, c'est pas un jeu qui te caresse dans le sens du poil, qui te dit c'est bien ce que t'as fait, regarde, c'est un joli dessin, c'est quoi, c'est une voiture? Ah non, c'est maman. Peut-être que je suis un fragile, peut-être que j'aime bien avoir l'impression d'être fort, je suis fort, voilà. Peut-être que j'ai besoin de ça dans ma vie pour me rassurer. Eh ben, Bitoku, il te rassure pas du tout. Parce que quand tu joues à Bitoku, en fait, tu vas progresser, mais tout doucement. Tu fais des petites choses et tu avances tout petit par tout petit peu, par tout petit peu. Et c'est quelque chose que je trouve poussif. C'est quelque chose que je trouve poussif et qui ne me satisfait pas en tant que joueur. Parce que j'aime bien pouvoir me projeter. Alors attention, je parle pas de quelque chose d'ultra calculatoire, c'est pas ce que je dis, mais c'est pour ça que j'apprécie beaucoup la construction de moteur, j'aime bien la construction de tableaux en ce sens. C'est des choses qui me plaisent parce qu'au fur et à mesure que l'on progresse, on sent justement que l'on progresse. Et dans Bitoku, j'ai pas du tout eu la sensation de progresser, j'ai eu la sensation de stagner toute la partie. Alors oui, on évolue, on débloque des éléments sur notre plateau, on gagne des points par-ci par-là, on débloque des scorings de fin de partie, oui, d'accord, mais c'est poussif, c'est petit peu, par petit peu, par petit peu, et moi je suis pas patient. Non, je suis pas patient du tout, genre pas du tout. Bref, ça m'a frustré pas mal ça. Et il y a une autre partie qui concernera surtout le 2 joueurs, c'est que lorsque vous jouez à 2, eh bien cette mécanique de dés et de valeur de dés, bah, vous la perdez quasiment parce que vous pouvez placer qu'un seul dé par action. Fort dommage, du coup, on inhibe une partie principale du jeu, donc c'est vraiment dommage. Clairement, donc Bitoku, parmi le classement actuel, ce sera le dernier, parce que classement actuel, attention, ça veut dire qu'il y en aura d'autres. T'as suivi, je te l'ai dit au début, il y en aura d'autres, alors commence pas à me dire, il est où Tzolk'in, je vais t'en parler. Ça va arriver, mais attends, on commence par les choses, et on finit par d'autres. Il y a toujours un début, il y a toujours une fin. Il y a toujours des jeux au début, il y a toujours des jeux à la fin. Bref, voilà. On continue avec Kutna-Hora, un jeu qui va vous proposer de construire la cité de Kutna-Hora, à côté, voilà, une cité à côté d'une mine d'argent. Pour ça, c'est de 2 à 4 joueurs. S'il y a un mode solo, bah, n'hésite pas à le glisser là-dessous, un truc fan-made, n'hésite pas à le glisser. J'en ai pas vu, pour l'instant, je n'ai pas vraiment cherché pour ainsi dire. C'est un jeu qui va vous proposer de jouer des actions à chaque tour en plaçant des cartes. Vous jouez 2 cartes, et sur ces cartes, vous avez 2 actions, vous en sélectionnez une des 2. Parmi ces actions, vous allez pouvoir récupérer un permis de construire qui correspondra donc à l'une des guildes de votre plateau. Donc vous avez plusieurs guildes sur lesquelles vous pouvez interagir. Voilà, guilde de la bouffe, guilde du bois, enfin j'ai pas les noms exacts, hein, mais voilà, en grosso merdo, t'as compris ce que je veux dire. Et donc tu vas pouvoir récupérer les permis de ces tuiles.
Pour pouvoir les jouer, il va falloir placer des parcelles, c'est une autre action, il va falloir acheter des parcelles, placer un petit cube dessus pour pouvoir construire, et donc ça c'est une autre action, la construction, tu vas prendre la tuile, tu vas la placer à la place de la parcelle, générer des bonus, des évolutions de tarifs, parce que ça j'y reviens, c'est quand même une mécanique très intéressante, et en fin de partie tu scoreras en fonction des connectiques que tu as réussi, des symboles que tu as réussi à connecter sur ce quadrillage qui correspond à la ville de Kutna-Hora. Et à côté de ça aussi tu vas pouvoir explorer une mine, donc tu vas creuser pour plaçant des tuiles, l'idée c'est que ces tuiles-là t'appartiendront avec tes petits bonhommes de couleur, le truc c'est que eh bien tu vas avoir un système de majorité en fonction de chaque niveau de mine. Voilà, si t'es majoritaire, tu obtiendras plus de points en fonction d'un certain nombre d'étoiles. Bon, peu importe, on va pas rentrer dans le détail. À côté de ça, on a aussi une cathédrale sur laquelle on va pouvoir évoluer, soit pour récupérer des bonus, ou en fonction de si on fait une autre action, eh bien ça va les retourner de telle manière, comme si on les utilisait pas, mais en générant des impôts. Bon, je te la fais courte, voilà. Mais forcément, ce que je t'expliquais, la mécanique centrale de Kutna-Hora, c'est cette utilisation de trucs comme ça, où dedans tu mets des cartes et tu mets des languettes. Ouais. Parce que pourquoi ? Parce que quand tu vas construire des bâtiments, par exemple tu construis, je sais pas, une boucherie. La boucherie c'est la viande, on aime bien ça la viande, sauf que quand on produit plus, tu déplaces la languette pour dire ça coûte moins, puisqu'il y en a plus. C'est logique, on est sur une logique de commerce. Oui mais t'es en train de construire un bâtiment, donc un bâtiment commercial, ça intéresse les gens, ils se disent il se passe quelque chose dans cette ville de Kutna-Hora, je vais peut-être venir m'y installer, et hop, on change de carte parce que on a plus de population qui arrive, et donc par ce biais, ils vont consommer plus, donc les prix vont augmenter, et on va jouer suivant un vase communicant comme ça, t'as vu, je suis un vase, et on va jouer suivant ce vase communicant, voilà, ça va faire évoluer les tarifs, et c'est ça finalement la mécanique très sympathique, principale de ce Kutna-Hora. Bémol. Et oui, il y en a des fois, 2 joueurs, encore une fois. Pourquoi ? Alors j'ai fait toutes les configs, 2, 3, 4 joueurs. Le truc, c'est que comme je vous expliquais au début de cette toute petite présentation, vous avez un certain nombre de guildes. Voilà, en fait, il y a des cartes qui vont vous dire, voilà, le joueur numéro 1 va prendre ces guildes-là, etc. Vous allez vous les attribuer, je crois que c'est le dernier joueur qui sélectionne le trio de guildes qu'il va pouvoir avoir. Quand vous jouez à 4, vous allez avoir forcément, il y a 2 joueurs qui vont forcément avoir la même guilde. Voilà, si t'as la guilde de l'argent, il y en a un autre qui aura la guilde de l'argent. Si t'as la guilde du bois, il y a peut-être un autre joueur qui aura la guilde du bois. C'est comme ça. C'est pas peut-être, c'est même sûr. Je te dis peut-être, mais c'est sûr. À 3 joueurs, il y aura des guildes qui ne seront pas partagées. Et à 2 joueurs, il y aura aucune guilde qui le sera. Et ça, c'est dommage, parce que du coup, comme je te le disais, lorsque tu vas influer en construisant notamment un bâtiment, par exemple, eh bien, tu vas faire évoluer les tarifs. Sauf qu'il n'y a pas que toi, il y a aussi l'autre joueur qui a la guilde qui va le faire. Sauf que quand tu joues à 2, eh bien, il n'y a que toi qui fais évoluer ces petits tarifs. Et du coup, cette mécanique d'évolution de prix, elle est drôlement amoindrie par le fait que tu es le seul à faire évoluer ta petite languette qui te correspond. Donc ça, c'est un peu dommage. Maintenant, le jeu, il est vraiment réussi, ce système de vase communicant, comme je vous dis, expliqué de tarifs, c'est vraiment le truc central qui fonctionne très bien. Le système d'action avec les cartes, moi j'aime beaucoup, c'est vraiment un truc que j'avais déjà vu, alors je sais plus dans quoi, mais je vous le redirai pas, mais c'est un truc que j'ai déjà vu et j'aime beaucoup ce système d'action parce que forcément il y a des cartes que tu vas jouer, il y a 2 actions dessus, et peut-être que plus tard tu vas dire punaise, cette carte là en fait j'aurais bien voulu la garder pour pouvoir jouer d'autres actions, sauf que tu peux pas le faire, il faut faire des choix. Et Kutna-Hora fait ça très bien. Voilà, donc Kutna-Hora, je le placerai entre Anno 1800 et Demain tu m'as tué. Voilà, un jeu que j'ai apprécié, c'est pas mon préféré de la gamme, je l'aime bien, j'aime bien y jouer, j'y jouerai surtout à 3 et à 4, voilà, à 2 j'ai pas trop kiffé, mais voilà. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. On continue avec une petite boîte, un truc compact, et j'arrive même pas à la fermer. Pour te dire, il y a trop d'éléments. Attention, Yellow, ça rentre pas dedans. On va parler de Le Château Blanc. Le Château Blanc qui a eu le droit à sa petite réimpression, je crois que c'était en avril, mars, je sais plus, peu importe, on s'en fiche complet. Le Château Blanc, qu'est-ce donc ? C'est un jeu dans lequel vous allez placer des dés. Bah oui, ça on en a déjà parlé, on aime bien placer des dés. Qu'est-ce qu'on fait dans la mise en place ? Eh bien, on va dévoiler le plateau, on va placer, il y a plein de petits emplacements d'action, et on va placer des jetons qui correspondent aux couleurs de dés, parce qu'il y a 3 couleurs, il y a orange, il y a noir et il y a blanc. Et donc, ces couleurs vont régir le dé qu'il va falloir utiliser, t'as pas le droit d'utiliser un autre. Sauf que, sur ces dés, sur ces emplacements-là, parfois tu as déjà une valeur de dé qui est présente. Et donc si tu places un dé qui est de valeur supérieure, tu obtiendras des pièces, à l'inverse, tu paieras pour pouvoir placer ces dés-là.
Voilà, je te résume. Parce que tout finalement dans le château blanc que tu vas placer, tout ce que tu vas placer, tu vas le régénérer à chaque partie. Les tuiles vont changer de place, les actions, ce sont des cartes, elles vont changer de place, les actions que tu vas disposer, forcément, tu vas le faire de manière aléatoire en le faisant, tu vas générer une partie qui va être différente parce que tu vas avoir en plaçant tes dés des actions différentes en face de chacun de ces emplacements-là. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement grisant. Autour de ça, qu'est-ce qu'on a ? On a des ponts sur le côté, c'est les réceptacles de dés finalement. C'est pour faire joli, c'est sympathique. Mais en gros, ces dés, vous allez classer de gauche à droite dans un ordre croissant. Parce que ceux de gauche ce seront donc les plus faibles. Si tu les récupères, si tu les choisis, c'est ceux les plus défavorables forcément. Eh bien, tu vas déclencher un bonus sur ton plateau. Sur ton plateau, tu vas avoir un bonus que tu vas développer, qui est symbolisé par une lanterne. Tu vas le développer en plaçant notamment un certain type de figurine qui te permettra de récupérer des actions du plateau que tu vas placer. Et donc, au fur et à mesure, quand tu vas placer une nouvelle action sur ton plateau, tu vas supprimer l'ancienne, tu vas la retourner, et ça va générer de nouveaux bonus que tu récupéreras lorsque tu déclencheras ta lanterne, notamment en sélectionnant le dé le plus faible. Et voilà. Il y a plein de choses. On va placer c'est pas des figurines, c'est des meeples. On va placer, il y a 3 types de meeples. On va les placer suivant certaines actions. En les plaçant, peut-être qu'en le plaçant, tu vas générer une autre action qui te permettra de placer un autre meeple. Ce meeple, tu vas le placer par exemple là-bas, à côté d'une rivière. Sur cette rivière, tu vas dépenser un certain nombre de sous qui va te permettre de faire une autre action, etc., etc., etc. Parce que le château blanc, c'est du combo, c'est de l'optimisation. C'est 9 tours seulement. 9 tours seulement. C'est pas genre 9 tours qui vont te prendre une demi-heure. Pas du tout, c'est 9 tours, c'est une partie courte. En 2 joueurs, tu peux en 1 heure t'en sortir, même moins. C'est très court, et c'est la chose qui va frustrer certains joueurs de se dire « Mais j'aurais voulu aller un peu plus loin, pourquoi je peux pas aller plus loin ?» Parce que c'est la richesse du jeu. Le jeu te propose de jouer en 9 tours, un truc ultra optimisé, condensé, et formidablement effectué. Parce qu'ici, on va dès le début commencer à optimiser, c'est pas on commence petit par petit, dès le début, tu peux commencer à générer des actions qui sont beaucoup plus fortes que les autres si tu te débrouilles pas trop mal. Et c'est ça qui est très fort avec le Château Blanc, c'est que déjà tu as une marge de progression qui est énorme, et en plus de ça, tu as un jeu qui te propose de l'optimisation au maximum, de l'anticipation dans une toute petite boîte et dans des parties très courtes. C'est un jeu qui est fabuleux, le Château Blanc, qui est formidablement qui est une belle réalisation, qui est quelque chose qui ne ressemble à rien dans ma ludothèque en termes d'expérience de jeu sur un temps aussi court. Vraiment, le Château Blanc, c'est réussi, c'est beau, c'est rejouable à donf parce que du coup, on remplace tous les éléments, on replace tout au hasard systématiquement. Donc clairement, le Château Blanc, c'est pour l'instant, dans tout ce que j'ai, le top, au-dessus du dilemme du roi, de le dilemme du roi. Alors oui, la dernière fois, je t'ai expliqué que le dilemme du roi, c'était quelque chose qui m'avait impacté, voilà, dans ma ludothèque, en tant que joueur, mais ça se rejoue pas. Donc forcément, au bout d'un moment, je vais empiler des parties sur d'autres choses, il y a des choses qui vont m'apporter plus de plaisir, dans le sens où je vais pouvoir y rejouer. Et bien le Château Blanc, c'est ça. Le Château Blanc, c'est quelque chose que je trouve formidable. Et vraiment, en termes d'expérience de jeu sur un temps aussi court, j'ai rarement trouvé quelque chose d'aussi satisfaisant. Un brin frustrant parfois, forcément, parce qu'on est obligé de faire des sacrifices dans le Château Blanc. On est obligé, on peut pas tout faire. C'est un jeu qui est court, il y a que 9 actions, on peut pas tout faire. Donc on sacrifie certaines choses au profit d'autres. Et c'est ça aussi qui rend le jeu exaltant, puisque on va parfois faire des choix très difficiles pour pouvoir tenter de l'emporter. Et c'est très réussi sur le Château Blanc. Et on terminera par un jeu qui vient tout juste de sortir de la gamme. Alors je regarde, c'est Kemushi. C'est une gamme. En gros, c'est le petit frère, si on peut dire, de Bitoku. On va parler de Bamboo. German Babyland, même auteur. T'as compris ce que je t'ai dit sur Bitoku ? Parlons de Bamboo. Bamboo, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs dans lequel il va falloir décorer sa petite maisonnée de manière, façon feng shui. Il faut que ce soit équilibré. Voilà, on aime ça, on apprécie. Et donc l'idée, comment est-ce que ça marche ? Eh bien, il va falloir obtenir donc un certain nombre de points de victoire, bon ça bien évidemment, mais comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, à chaque tour, tu vas devoir sélectionner une pile de couleurs de bambou que tu as. En fonction du nombre de bambous que tu as, tu vas devoir placer autant d'encens dans le temple de la couleur du bambou que tu as sélectionné. Et après ces petits bambous, tu vas les placer sur une piste de bambou. Tu vas pousser, c'est une piste coulissante, tu vas pousser et récupérer le bambou qui sort pour le placer dans la réserve qui correspond. Ça c'est un bleu, tu le mets dans le bleu. Voilà. Même si tu avais un rouge, tu pousses, hop, c'est un bleu qui sort, tu le mets dans le bleu. Sauf que sur ces bambous, il y a des actions. Et des actions qui sont imprimées. Donc forcément, quand tu vas placer un bambou de cette manière-là, tu vas générer l'action. Tu vas récupérer des tuiles
que tu vas placer dans ta maisonnée, et ce sont des tuiles qui vont te demander de décorer d'une certaine manière la maison, et si tu le fais, eh bien tu obtiendras les points qui se trouvent au-dessus. Donc ça, tu vas les prendre, hop, les décorations, évidemment, tu vas les prendre, tu vas les placer dans la maison. Attention, quand tu places une décoration dans la maison, elle ne bougera plus jamais. Donc il faudra que tu te contentes de ce que tu as fait pour pouvoir scorer ensuite. Donc tu vas placer dans ta maison, hop, une fois que tu as réussi à faire connecter comme tu voulais, eh bien tu vas pouvoir scorer sur la tuile qui se trouve au-dessus. À côté de ça, tu vas pouvoir récupérer de l'argent, c'est une action que tu vas pouvoir faire. Donc l'argent, bah, c'est nécessaire pour acheter des tuiles, évidemment, les tuiles décoration. Et vous avez de la nourriture aussi. La nourriture, donc ça, vous allez pouvoir la récupérer, vous allez devoir la récupérer, parce qu'il va falloir dépenser de la nourriture pour chaque décoration qui sera placée dans la maison en fin de manche. C'est comme ça que ça marche. À la fin de la manche, une fois que tout le monde a joué et a placé tous ces petits encens, parce qu'on place de l'encens donc dans les temples, parce que je vous ai dit au début, eh bien on va regarder chaque temple, donc il y en a 4. Celui qui a placé le plus d'encens va récupérer la carte esprit qui se trouve sur le dessus, qui est une carte qui va, voilà, c'est un truc que tu vas pouvoir utiliser une fois, tu le bascules, et en gros tu déclenches l'effet qui se trouve dessus, une action bonus, ce genre de choses là, voilà. Donc on va faire ça pour tout le monde, et on recommence, on fait ça 4 fois, et c'est parti. Et bambou, c'est beaucoup trop long. Voilà, je te le dis, beaucoup de bambou, c'est trop long, c'est long, c'est long, voilà, c'est long. Ouh, c'est long. Bambou, c'est long. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai joué à 2 joueurs et je pense que j'ai mis plus de 2 heures. Première partie. Voilà, c'est la première partie. Ok, on accepte. On accepte ou pas? On accepte. Le truc, c'est que c'est long. C'est long parce que, non seulement en termes de temps, c'est long, mais en termes de fun, bon, c'est un peu lourd. Donc il se passe rien, ça génère rien bambou, voilà, ça génère pas grand chose. Pourquoi? Parce que on n'est pas sur un jeu sur lequel on va pouvoir stratégiser, on va pouvoir optimiser, on va pouvoir tenter de placer ces petits pions à droite à gauche, on va pas faire tout ça, parce que dans bambou c'est beaucoup trop compliqué. On a un jeton qui va vous dire, bah voilà, tentez de placer de la décoration dans cette disposition là, très bien, tu places la décoration, tu scores, sauf que cette décoration, comme je vous l'ai dit, elle bougera plus jamais. Donc maintenant il faut essayer de composer avec ce que tu as déjà placé dans la maison, en récupérant les petites tuiles qui vont arriver dans une rivière, mais il faut que ça corresponde. Donc tu récupéreras, tu te débrouilleras, tu rachèteras des décorations, et puis parfois tu réussiras à faire ce que tu veux. Mais quand même, comme tes décorations sont déjà placées, tu ne pourras plus les bouger, donc pour optimiser et pour essayer de faire quelque chose sur un truc moyen long terme, c'est pas possible, parce que tout dépendra de ce qui va sortir dans cette fichue rivière de tuiles. Et donc si t'arrives pas à avoir quelque chose d'assez, voilà, qui va te faire réussir, par exemple, tu vas, je sais pas, tu t'arrives sur la rivière, il y a rien qui correspond, et ton pote en face, et ben lui, il réussit à avoir tout ce qu'il veut, ça va être un brin frustrant, on va pas se mentir. Pareil, le système de nourriture, ça c'est un système que j'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à saisir pourquoi il y a ça dans ce jeu-là. Parce qu'on est déjà contraint par les pièces, on doit acheter des tuiles de décoration. Là, on rajoute une contrainte qui est celle de payer lorsque tu auras suffisamment décoré ta maison. À chaque fois que tu décores ta maison d'une tuile, tu vas devoir payer une nourriture à la fin de la manche. Sauf que, c'est chiant. Mais, alors, il y a des contraintes dans certains jeux qui existent, mais qui vous incitent finalement à ne pas répéter la même action, voilà. Il y a une forme de logique autour de ça, il y a de la pénalité, on paye plus cher si on refait la même action, etc. Ici, c'est juste chiant. C'est, j'ai décoré ma maison, qui est le but du jeu, bah il faut que je dépense de la nourriture. Du coup, on doit faire attention à toujours avoir de la nourriture, donc on se restreint dans notre système de scoring, qui est déjà un peu compliqué vis-à-vis des tuiles qui arrivent ou pas, au profit d'une action qui sert à rien, qui est juste de récupérer de la nourriture, et parfois il faudra que tu le fasses plusieurs fois pour en avoir suffisamment pour nourrir toute la décoration, j'appelle ça décoration. Et ça, c'est quelque chose que je trouve totalement inutile et qui vient plomber complètement le jeu, qui est déjà un petit peu plombé, je trouve, par sa mécanique qui n'est pas très gratifiante. Donc, système d'encens, c'est pareil, le système d'encens qu'on va placer, les majorités elles vont arriver assez vite finalement, parce que quand tu vas commencer, t'en auras pas beaucoup, tu vas en placer, tu vas voir déjà qui aura quoi à ce moment-là, et on n'a pas vraiment cette sensation de lutter contre cette majorité-là. Donc ça c'est pareil, c'est pas très gratifiant, voilà. Donc Bambou, clairement, ne m'a pas réconcilié avec German P. Milan, qui est l'auteur de Bitoku. C'est même un jeu, le jeu, je l'aime moins que Bitoku, donc il va aller en dessous de Bitoku, puisque, voilà, c'est pas un jeu sur lequel j'ai pris beaucoup de plaisir, et, enfin, j'ai pas pris de plaisir vraiment du tout, en fait. Voilà. C'était long, en fait. Ouais, c'était long, et c'était un peu pénible. Voilà. Et donc ce sera tout concernant cette vidéo. Je vous ai présenté 5 jeux, il y en aura 5 autres bientôt, bien évidemment. Si t'as apprécié, petit pouce bleu, on like, on s'abonne, tout ça. On se retrouve, on a un programme qui est lourd. Là on a beaucoup de choses. Ça a déjà commencé, ça va continuer, ça arrive. Donc abonne-toi, active la petite cloche si tu ne l'as pas fait pour avoir la suite des vidéos. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne Jeux en Carton.